Canal 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal 54, Canal 54, Canal 54, Canal TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bonsoir et bienvenue à ce programme Géopolis. Géopolis qui est une émission politique que nous vous présentons chaque dimanche soir. Et ce soir, donc, nous avons eu un petit retard en tout cas. La production ainsi que notre rédaction demandent en tout cas des excuses auprès de tous les téléspectateurs qui sont habitués à regarder l'émission à partir de 20h30 GMT. Nous avons eu ce petit temps on a eu un petit problème de technique ici au niveau du studio. Et comme vous savez, nous traversons la période difficile du coronavirus, donc souvent on est un peu perturbé par certains aléas de travail. Voilà. Ce soir, donc, nous vous présentons ce débat. Le débat donc sur Géopolis, qui est une émission politique que nous présentons chaque dimanche soir pour réfléchir justement sur la question politique à travers le monde. Et on choisit comme ça au hasard une actualité d'un pays africain parce que Canal Africa 54 est une chaîne de télévision panafricaine reliant l'actualité des 54 États africains. Et la formule dans cette émission, c'est de faire intervenir des têtes penseurs, des penseurs du continent africain. Ce soir, nous avons un professeur d'université, il s'appelle le professeur Lulu Lominje, qui est intervenu une fois ici à nos antennes, qui a présenté une situation parce qu'il est originaire de la République démocratique du Congo. Et donc, l'information nous est parvenue à notre service de rédaction. Et nous sommes interpellés justement à parler d'une situation que l'on nous a présentée par nos services de travail. Alors, ce soir, nous allons parler d'un thème. Le thème est très simple. Il s'agit justement d'une situation politique en République démocratique du Congo, mais sur deux volets. Le premier volet, le professeur Lominje voudrait justement faire un recadrage. Donc, il veut faire la correction des propos qui ont été récemment tenus par l'ancien ministre, correction de M. Jonas Munkamba sur Patrice Emery Lumumba. M. Jonas Munkamba a tenu une interview avec un média local en République démocratique du Congo. Il a parlé justement de l'historique de sa vie politique ainsi que des étapes qu'il a connues justement pendant la période des indépendances jusqu'à nos jours, les postes qu'il a occupés à l'époque des indépendances, sous Mobutu et ainsi de suite. Donc, il a été interviewé
par un média local, justement, qui lui a posé certaines questions, mais le professeur Lomendje a été quelque part choqué d'entendre cet homme historique, justement, dont le nom est cité dans la période des indépendances de la République démocratique du Congo, tenir certains propos qui ont été pas moins dégradants, justement, à l'égard de Patrice Emery Lumumba. Et lui qui dirige une grande organisation en France, qui s'appelle les COPAC, donc il n'a pas voulu laisser passer ce genre de propos parce que ça biaise justement l'histoire de la République démocratique du Congo. Il a voulu justement apporter la correction. Alors, professeur, nous vous recevons à l'antenne de Canal Africa 54 ce soir pour apporter d'abord votre recadrage et correction. C'est comme ça que nous avons voulu intituler votre réaction de ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur René Kitoko. Bon, voilà, à vous l'antenne, professeur. En tout cas, tel que nous avons discuté pendant la préparation de l'émission, vous avez voulu justement réagir aux propos de Jonas Munkamba en rapport avec les propos qu'il a tenus sur Patrice Emery Lumumba. Qu'est-ce qu'il en est au juste? Et à la deuxième séquence de l'émission, vous allez pouvoir faire une analyse générale de la situation politique à la République démocratique du Congo actuellement, parce qu'il se passe beaucoup de choses pour lesquelles vous qui êtes intellectuel et professeur d'université, vous pouvez nous apporter justement un éclaircissement sur votre analyse personnelle. Bonsoir encore une fois, professeur, et à vous l'antenne. Merci. Je vous remercie tout d'abord de me permettre pour une seconde fois d'intervenir sur les ondes des Canaf 54 en cette soirée du 31 janvier 2021, mois de héros nationaux congolais. En effet, j'interviens toujours en qualité de président du FOPAC, le Forum de patriotes du Congo-Kinshasa, une association régie par la loi française de 1901. Et ce, pour réagir aux propos qu'a tenus M. Jonas Munkamba sur le péripétie qui ont émaillé la révocation, l'arrestation et jusqu'à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba et ses compagnons Paulo Maurice et Joseph Okito. M. Munkamba a tenu ce propos lors d'une émission sur la radio Top Congo avec le journaliste Luswa Kweno. Ma réaction a pour but de corriger le contre-vérité, d'apporter des éclaircissements sur certains points dont M. Munkamba avait tendance à éluder et enfin envoyer un message au président de la République démocratique du Congo par rapport à la demande ou au souhait de M. Jonas Munkamba. Alors sur ces, M. Jonas, sur les questions qu'on lui a posées par rapport à Patrice Emery Lumumba sur son arrestation jusqu'à son assassinat, il a déclaré qu'il n'était ni de près ni de loin impliqué à cette affaire et qu'il s'est trouvé par hasard seulement lors de ce convoi pour Lubumbashi. C'est pourquoi j'ai voulu aujourd'hui intervenir sur ce point. Donc ça, c'est mon introduction. Nous aimerions avoir un peu plus de détails par rapport au là, vous venez de donner le topo. Jonas Munkamba, ce n'est pas une personnalité qu'on puisse encore représenter aujourd'hui au Congo. Tout le monde connaît son parcours, tout le monde a lu doucement dans les ouvrages ce qu'il a pu faire au temps des indépendances, sa contribution en tout cas sur certains événements malheureux de la République démocratique du Congo. Pour vous, ce soir, vous voulez porter correction sur quel aspect exactement? Qu'est-ce qu'il a dit qui vous aurait choqué, professeur? De contre-vérité, il a dit de contre-vérité. Il a nié qu'il n'était pas dans le groupe de personnes qui ont convoyé les 3 prisonniers à Lubumbashi. Et il a tout simplement dit
il s'est trouvé là par hasard, parce que en tant que Kassaïen, il était dans un groupe où ils envoyaient des livres pour les étudiants du Bakwanga et il s'est trouvé là par hasard. Or, c'est le contraire que nous voyons dans tous les témoignages et les enquêtes que l'ONU, la conférence nationale et certains écrits ont donnés sur des personnes qui ont participé au convoi et jusqu'à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Et c'est ce qui m'a choqué et c'est pourquoi j'ai voulu intervenir aujourd'hui pour apporter de rectificatifs et d'autres éclaircissements parce qu'il éludait beaucoup de questions. Alors, qu'est-ce qu'il en est au juste? Qu'est-ce qu'il a éludé que vous alliez justement éclairer aujourd'hui à l'opinion de ceux qui seraient intéressés justement à en savoir un peu plus? Qu'est-ce qu'il a éludé dans son argumentaire? Donc, en grosso modo, Oui. Monsieur Jonas Mukamba a nié qu'il n'était ni de près ni de loin impliqué dans le convoi qui a amené Lumumba, Paul Maurici et Joseph Okito à Elisabethville. Alors, donc, il s'est trouvé là par hasard. Donc, c'est pourquoi je voudrais maintenant intervenir et donner mon avis par rapport à toute la documentation que j'ai et à toutes les enquêtes qui ont été faites. Donc, voilà, je vais présenter mon propos en 4 parties. D'accord. Avant de présenter votre propos de 4 parties, sur quels éléments vous fondez pour contredire Mukamba qui témoigne en tant qu'une personne qui a vécu les événements et vous vous basez sur quels éléments de contradiction, des éléments scientifiques, historiques qui prouvera justement que ce que vous allez dire sera plus crédible que ce que Mukamba lui-même, la personne concernée, aurait dit. J'aimerais tout d'abord vous dire sur l'élément du première enquête que l'ONU a établie en 1963-64. L'ONU a fait une enquête sur l'arrestation de Lumumba, le convoi jusqu'à l'assassinat de Lumumba, les personnes qui ont été citées dans cette enquête par rapport aux témoignages de personnes. Ça, c'est le premier élément. Et le second élément, ce sont des témoignages de personnes qui étaient là lors de ce convoi. Entre eux, il s'est balancé. Le troisième élément, c'est la conférence nationale souveraine. Il y avait eu la commission des assassinats, dont l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, Paul Maurici et Okito. Donc, à la conférence nationale, il y a eu beaucoup de témoignages qu'on a mis dans cette partie-là. Et il y a des éléments qui ont cité Jonas Mukamba en tant que personne qui a convoyé Patrice Emery Lumumba jusqu'à Elisabethville. Alors, vous parlez des éléments, vous parlez des documents. Est-ce que vous pouvez nous en donner des références, des documents qui disent quoi exactement par rapport à son implication dans le convoi qui amenait le héros national à l'abattoir? Oui, effectivement, je peux vous donner les références. Donc, je prendrai par exemple le livre le 50 derniers jours de Lumumba, écrit par Donay et Hans, édition Crips à Bruxelles, écrit en 1964. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a depuis l'arrestation de Lumumba, là où on l'a arrêté, jusqu'à l'aboutissement de son assassinat. Je peux vous citer le deuxième ouvrage, La pensée politique de Lumumba, écrit par Jean Van Lierde, qui était un grand ami, un révolutionnaire, un grand ami de Lumumba. Je peux vous citer le document écrit par Kwame Nkrumah, Challenge of the Congo. Je peux vous citer le livre écrit par Colette Brackman, Le dinosaure, le Zaïre de Mobutu. Je vous cite aussi Lumumba ou l'Afrique frustrée,
de Luis Lopez Alvarez, c'était édition Cujas, et un grand ami de Lumumba. Voilà certains documents dont je peux vous citer, et surtout le document de l'enquête de l'ONU. OK, bon, que disent ces enquêtes, que disent ces documents pour vraiment démontrer aux gens la contradiction qu'il y a entre le propos de Mukamba ainsi que ce document historique. Est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite, s'il vous plaît? OK. Ben, au fur et à mesure que je vais avancer, je vais relever le point là où M. Jonas Mukamba a dit des contre-vérités et là où il a éludé certaines questions. Donc, moi, je vais de façon chronologique. On y va, professeur, nous vous écoutons. OK. Donc, je vais commencer tout d'abord. Il a parlé de la révocation de Patrice Emery Lumumba en tant que Premier ministre. Donc, M. Jonas Mukamba s'est permis de dire que cette révocation du Premier ministre était une révocation légale. Donc, il a même invectivé le journaliste Lusakweno, M. Lusakweno, en lui disant que vous êtes de jeunes, vous devez lire avant de vous aventurer à poser des questions comme ça, vous devez lire. Donc, et nous, au niveau du FOPAC, nous contredisons cette idée-là de M. Jonas Mukamba qui a déclaré que cette révocation du Patrice Emery Lumumba était légale. Nous, nous disons que cette révocation était illégale. Alors, je commence de façon chronologique comment a commencé cette révocation. Donc, la cause immédiate, tout d'abord, de cette révocation de Patrice Emery Lumumba. Donc, nous sommes le 2 septembre 1960. Le Premier ministre Patrice Emery Lumumba se présente à l'imprimerie nationale du Congo pour aller demander au directeur de l'imprimerie nationale en fait qu'il puisse éditer le discours qu'il a tenu lors de la conférence panafricaine qui s'est tenue à Kinshasa au fin août 1960. Mais le directeur de l'imprimerie nationale répond au Premier ministre que Monsieur le Premier ministre, c'est impossible que je puisse faire ce travail parce que le président, le chef de l'État Kasavubu est venu me donner un travail à faire pendant tout le week-end, à lui remettre pendant ce week-end. Alors, le Premier ministre était surpris de voir que le chef de l'État a donné un travail à l'imprimerie alors qu'ils sont en collaboration, ils n'étaient pas au courant. On lui dit, mais quel est ce document-là? C'était un document où il fallait que l'on puisse nommer le gouverneur de la Banque centrale du Congo et le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo. Et cette nomination devrait être faite par l'ONU. Le Premier ministre a été surpris. Waouh! Nous sommes indépendants ou nous ne sommes pas indépendants? Comment le gouverneur de la Banque centrale et son vice-gouverneur doivent être nommés par l'ONU? Monsieur Lumumba, le Premier ministre, prend sa voiture, va voir le président de la République pour lui poser la question, monsieur le chef de l'État, mais qu'est-ce qui se passe? Le gouverneur de la Banque centrale, nous venons d'être indépendants il y a à peine 2 mois. Le gouverneur de la Banque centrale et son vice-gouverneur seront nommés par l'ONU. Par quel mécanisme? Nous sommes indépendants ou nous ne sommes pas indépendants? Le chef de l'État est en train de tergiverser et Lumumba dit, ça ne peut pas se passer comme ça, monsieur le chef de l'État. Donc, même pas aller au Conseil des ministres, vous allez faire quelque chose en catimini. Nous sommes vendredi, nous allons voir ça lundi, 5 septembre, je vais convoquer un Conseil des ministres. Je signale au passage qu'en tant que Premier ministre, nous étions dans un régime parlementaire. En tant que Premier ministre, c'est le Premier ministre qui était le président du Conseil de ministres. Le chef de l'État n'avait qu'un rôle protocolaire. Donc, il régnait et il ne dirigeait pas. Donc, alors, voilà que
Monsieur le Premier ministre promet au président, on va faire ça lundi. Et là, nous sommes le 2 septembre. Le 3 septembre, l'ambassadeur des États-Unis, je ne sais pas quelle tractation il y a eu entre le chef de l'État Kasavubu et l'ambassadeur des États-Unis, le 3 septembre, une audience qui devrait durer 30 à 45 minutes a duré 5 heures. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait une décision de pouvoir éliminer le Premier ministre. Donc, je tirerai cette phrase dans un document, le Malzaïrois, écrit par Éloge Boissonnade, un journaliste politologue français qui a écrit ces livres. Et Joseph Kasavubu dira à son directeur de cabinet, je vais écarter la canaille. Là, nous sommes le 3 septembre. C'est le samedi. Dimanche 4 septembre, journée fériée. Et le lundi 5 septembre, à 8h30, le chef de l'État passe à la radio nationale congolaise lors d'une émission d'anglais qui a été interrompue. Et le chef de l'État Kasavubu annonce la révocation du Premier ministre Lumumba. Voilà de façon chronologique comment ça s'est passé cette révocation et dire que cette révocation était légale, c'est faux. Nous disons c'est faux. Alors, M. Jonas Mukamba nous renvoie à l'article 22, 23 de la loi fondamentale à cette période. Effectivement, dans l'article 22, 23 de la loi fondamentale, le chef de l'État avait le pouvoir de révoquer le Premier ministre et certains ministres. Sauf qu'en révoquant le Premier ministre, il fallait tout simplement que le président puisse contresigner cette révocation par 2 ministres de ce gouvernement. Lors de cette révocation, le 5 septembre, le chef de l'État Kasavubu n'avait pas contresigné cette révocation par 2 ministres du gouvernement. Il l'a fait 48 heures après et c'est le ministre des Affaires étrangères Bomboko, Justin, et ainsi que Delvaux, qui s'est appelé ensuite lors de l'authenticité pour informer la jeunesse. Delvaux, c'est celui qui s'est appelé après ensuite Mafuta Kizola. Ils ont contresigné cette révocation 48 heures après, environ le 7 septembre. Alors, nous disons que malgré, bien qu'il y ait eu contre-seing de 2 ministres, il manquait quelque chose. Le président de la République devrait normalement se présenter devant le Parlement pour aller demander, parce que le Premier ministre, ils ont été élus, donc ils avaient la majorité, la coalition qui était au Parlement, c'était la majorité MNC, PSA, Serea, Balubakat, qui avait la majorité. Donc on ne peut pas normalement démettre un Premier ministre sans pour autant passer au Parlement, tel qu'on a vu avec le cas Ilukamba dernièrement. Alors, et le président de la République, chef de l'État, Joseph Kasavubu, n'a pas fait à se présenter devant le Parlement. Et c'est ce qui a fait que Lumumba a réagi contre cette façon de faire du chef de l'État Kasavubu. Il a réagi tout d'abord à la radio nationale congolaise, dans la voix, dans la langue nationale, en lingala, de façon fougueuse, et il s'est présenté normalement le 9 septembre 1960 au Parlement pour demander le Parlement afin que expliquer au Parlement ce qui venait d'arriver. Et normalement, il devait y avoir un vote ou censure pour valider cette révocation. Voilà, à l'Assemblée nationale, il y a eu vote, 88 voix à rejeter cette révocation du Premier ministre contre 25 et 3 abstentions. Et au Sénat, 41 voix à rejeter cette révocation
contre 2 et 6 abstentions, qui fait que le Parlement a décidé de remettre Lumumba dans ses responsabilités de Premier ministre. Et c'est à ce moment-là que l'Occident, voyant Lumumba remis dans ses fonctions, et a envoyé le colonel Mobutu pour faire son premier coup d'État le 14 septembre. Je pense que sur cette partie, je peux m'arrêter là. Je ne sais pas si vous pouvez intervenir. Voilà, je pense que ce sont des faits historiques que vous évoquez. Et maintenant, nous aimerions, en tout cas par rapport aux téléspectateurs qui sont en train de réagir là, qui nous envoient déjà des réactions, nous aimerions que vous nous disiez en 2 mots par rapport à cette partie, la présentation historique que vous venez de donner, quels sont les éléments de contradiction que vous relevez au propos de M. Jonas Mukamba sur cette première partie-là. Sur cette première partie, l'élément de contradiction que je relève sur le propos de M. Jonas Mukamba, il a déclaré que la révocation du Premier ministre était légale. Et nous, notre association, le FOPAC, nous disons que cette révocation était illégale. Illégale vu la constitution de la loi fondamentale. Était illégale. C'était politisé alors, en d'autres termes. Bien sûr, c'était politisé. Vous vous rendez compte que la Belgique a piégé, en concoctant cette loi fondamentale, la Belgique avait piégé le Congolais en mettant deux pouvoirs à 2 têtes. Le chef de l'État qui avait le pouvoir de révoquer le Premier ministre et le Premier ministre qui avait aussi le pouvoir, si je peux m'exprimer ainsi, le chef de l'État, parce que je signale au passage que le chef de l'État n'était pas élu au suffrage universel direct, il était élu au suffrage universel indirect. C'est le Parlement qui a élu M. Joseph Kasavubu. Donc, il s'avère qu'on pouvait normalement lui enlever cette responsabilité du chef de l'État s'il y avait un vote au Parlement. Et donc, il faut aussi préciser que ce Parlement dont le Premier ministre était issu, ce Parlement était la composante de plusieurs partis politiques, dont le parti qui était la BACO, hein, qui était d'abord une association BAL de Bakongo, qui s'est mis en parti politique. Donc, il faudrait vraiment préciser cela pour que les gens sachent qu'effectivement, Lumumba n'a pas été élu parce qu'il avait obtenu la majorité de son parti. Ça aussi, c'est un élément à apporter par rapport à la lumière. OK. Donc, j'apporte un éclaircissement là, une précision que les élections qui se sont passées au mois de mai 1960, et à la grande surprise de Belges, le MNC a obtenu plus de voix, le parti MNC Lumumba, parce qu'il y avait 2 MNC, MNC Lumumba et MNC Kalonji. Le MNC Lumumba a obtenu plus de voix par rapport à d'autres partis politiques. Donc, il y avait le MNC Lumumba, il y avait le CREA de Kachamura, il y avait le PSA, le Parti solidaire africain de Gizenga, il y avait le Konakat de Tchombe, il y avait le Puna, il y avait le Luka, le PNP, le Parti national progressiste, Puna de Vieux-Bolikango, il y avait l'UNIMO, donc l'Union de Anamongo, il y avait l'Abaco dans le Congo central. Non, mais ce n'était même pas encore le Congo central, c'était à Léopoldville. À Léopoldville, la province de Léopoldville qui regroupait l'ancien Bandundu, la ville de Kinshasa et le Congo central actuel. Donc, il y avait plusieurs partis politiques. Donc, je signale au passage, aucun parti politique
n'a obtenu la majorité absolue. Donc, il y avait normalement au Parlement, à l'Assemblée nationale 137 députés normalement qui devraient y siéger. Donc, je pense que Lumumba, je crois qu'il a obtenu avec le MNC 41 postes de députés. Mais par contre, je signale qu'avant la composition du gouvernement, le MNC, le Baluba 4 de Jason Sendwe, le CEREA de Kachamura, plusieurs autres partis dénommés nationalistes se sont regroupés en coalition avec le PSA de Gizenga pour normalement avoir une majorité au Parlement. Donc, voilà que ce sont les nationalistes lumumbistes qui avaient la majorité au Parlement. Donc, alors, je voudrais éclairer que Lumumba, normalement, pouvait former son gouvernement avec cette coalition de Baluba 4, de CEREA, de PSA, sans pour autant tenir compte de l'Abaco ou de Puna ou d'autres personnes. Sauf que Lumumba, en patriote, en nationaliste, a dit le premier gouvernement congolais devrait être un gouvernement d'union nationale. C'est pourquoi Lumumba a appelé tout le monde pour participer à ces gouvernements, à ces premiers gouvernements d'union nationale. D'ailleurs, il y a d'autres qui disent qu'il n'a pas appelé Tshombe. Non, j'ai une lettre que Lumumba avait envoyée à Tshombe pour qu'ils se rencontrent avant la composition du gouvernement. Tshombe n'est jamais venu à cette rencontre, même Kalonji. Donc, le premier gouvernement que Lumumba a formé, il n'a pas voulu diriger seul, il a voulu diriger avec tout le monde. Voilà la précision que je peux apporter. Merci, professeur. Avant de passer maintenant à la deuxième partie, parce que vous nous avez dit tout à l'heure, vous avez 4 séquences à présenter pour éclairer justement la lanterne de tous les Congolais justement qui ont suivi l'interview de Jonas Monkamba au niveau des médias de Kinshasa. Okay. Mais avant d'aborder cette deuxième partie, je vous prie justement de vous régorger, d'enlever le chat qui est dans la gorge pendant 10 secondes. Ok, merci. Voilà, nous sommes de retour, professeur, et nous pouvons déjà aborder la deuxième partie. Il s'agissait maintenant de nous démontrer un autre élément de contradiction sur les propos de Jonas Monkamba. Vous venez de terminer votre propos sur la première partie, sur la question de la composition du gouvernement, du Parlement, qui était issu de la composante de plusieurs partis politiques. Mais maintenant, pour le cas Lumumba, en rapport avec Jonas Monkamba ici, vous avez dit que normalement, sa révocation était une révocation qui était illégale. Ça veut dire Patrice Lumumba avait été victime d'un complot dont le président de la République, Kasavubu, était aussi actif dans ce complot. Si j'ai bien compris en tout cas, c'est comme cela que j'ai pu comprendre en résumé la séquence que vous venez de nous présenter. Tout à fait, mon frère René Kitoko. Effectivement, le président, le chef de l'État Kasavubu était complice avec l'Occident pour mettre hors d'état de nuire le Premier ministre, mais ils se sont mal pris. Ils ont violé la loi fondamentale en ne se présentant pas au Parlement pour aller valider cette révocation. Et je vais intercaler ma deuxième partie avec une petite partie où le président Kasavubu nommera M. Iléo comme Premier ministre à la place de Lumumba. M. Iléo n'a jamais reçu le quitus du Parlement parce que on n'a pas validé cette nomination
Et donc, le gouvernement Iléo était un gouvernement virtuel. Et c'est ainsi que je passe à la deuxième partie où maintenant l'Occident, la CIA, demande à Mobutu d'agir. Et donc, n'oubliez pas, justement, lorsque vous allez nous parler de cette deuxième partie, toujours en rapport avec les contradictions qui ont été exposées par Jonas Mukamba dans son interview. C'est de ça dont il s'agit, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Nous vous écoutons, professeur. Donc, la deuxième partie, c'est la partie maintenant de l'installation du collège de commissaires généraux à partir du 14 septembre, dont faisait partie M. Jonas Mukamba, qui était le commissaire général adjoint au travail. Il passera ensuite commissaire général adjoint à l'intérieur. Donc, je pourrais vous citer une liste non exhaustive de la composition de ces collèges de commissaires généraux. Donc, le président de ces collèges de commissaires généraux était Bomboko Justin, le vice-président Albert Ndele, le commissaire à la justice Liaou, adjoint à la justice M. Etienne Tshisekedi, il y avait Mario Cardozo, Boboliko et j'en passe. Donc, voilà la composition de ces collèges de commissaires généraux. Donc, dont faisait partie M. Jonas Mukamba. Donc, alors, si il déclare que lui, ni de près, ni de loin, il n'a été impliqué sur l'assassinat de Lumumba. Or, c'est ce gouvernement-là qui était appelé collège des commissaires généraux qui ont concocté l'arrestation, le convoi jusqu'à l'assassinat de M. Patrice Emery Lumumba et Paul Okito et Paul Maurice et Joseph Okito. Donc, je vous fais grâce de toutes les péripéties qui se sont passées lorsque Lumumba était en résidence surveillée. Je passe cela. Je vais à la troisième partie, donc la décision de tuer Lumumba. La décision de tuer Lumumba, est-ce que dans la partie, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport aux propos de Jonas Mukamba en un mot? Quel est l'élément de contradiction par rapport aux faits et à ses propos? Sur ce point-là, il n'y a pas contradiction. Tout simplement, j'apporte un éclaircissement parce qu'il ne s'est pas signifié qu'il était un commissaire général adjoint, tout d'abord du travail et puis de l'intérieur. Donc, il devrait normalement les signaler lors de son interview avec le journaliste Lusakweno que j'étais membre du commissaire général, du commissariat général en 1960 qui ont décidé le convoi et jusqu'à l'assassinat. Donc, il ne peut pas dire je suis ni de près ni de loin. Non, il était membre de ce gouvernement. Et donc, c'est comme quand on parle des commissaires généraux, il y avait eu un Étienne Tshisekedi aussi commissaire général, je crois. Mais bien sûr, il était commissaire général adjoint à la justice. D'accord. Et son titulaire, c'était M. Liaou. Ben voilà. Donc, notre commissaire général qui s'est démarqué également, parce que tous finissent par dire qu'ils n'ont pas été impliqués directement, alors qu'ils faisaient tous corps dans le système. C'est un peu ça? Oui. Ben voilà. Donc, c'est tout à fait cela. Et maintenant, je peux continuer maintenant la décision de tuer Lumumba et le convoi et qui a participé. C'est là où je veux maintenant vraiment citer le nom de M. Jonas Mukamba parce que lui, il niait que lui, il n'a jamais participé de près ni de loin sur l'assassinat de Lumumba. Il s'est trouvé là par hasard. Donc, la troisième
partie, donc la troisième partie, c'est la décision de tuer Lumumba. Je vous fais grâce donc de la partie occidentale, mais je signale que ce sont eux qui étaient de commanditaires de l'assassinat de Lumumba, donc les États-Unis, la Belgique, notamment la France. La France. Donc, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie congolaise. La partie congolaise. Donc, je citerai des noms de façon non exhaustive. Kassavubu, chef de l'État, Mobutu, le collège des commissaires généraux, la sûreté congolaise, l'État du Katanga, parce que déjà à partir du 11 juillet 1960, l'État du Katanga avait demandé son indépendance. Donc, dans l'État du Katanga, Tshombe qui était président, Munongo, ministre de l'Intérieur, il y avait les Kibwe, il y avait les Kimba, il y avait les Samalengo, donc là-dedans. Alors, le 15 janvier, Bomboko, en tant que président du collège des commissaires généraux, envoie M. Delvaux et M. Okuka, un tétéla, chez Tshombe à Elisabethville, pour lui annoncer et s'il va accepter de recevoir le colis. C'est ce qu'ils appelaient donc les colis de 3 personnes. Les colis, c'était Lumumba, Paul Moïse et Joseph Okito. Et voilà que le 15 janvier, Tshombe va écrire, à répondre à Bomboko qu'il accepte de recevoir le colis. Donc, ça se trouve dans le livre de Kwame Nkrumah qu'il a écrit. Une référence. D'ailleurs, même dans le 50 derniers jours de Lumumba, cette lettre-là existe. Les gens qui peuvent aller chercher trouveront la lettre de Tshombe, la réponse qu'il a donnée à Bomboko. Nous passons maintenant au convoi de Lumumba. Le 17 janvier, on a concocté un plan. Le plan était celui-ci. Donc, Lumumba, en ce moment-là, se trouvait déjà à la prison de Tisville. Le plan était celui-ci. Il y avait un avion DC-3 qui devrait décoller d'Ndjili à 7 heures pour Bakwanga, dans le Kasaï, dans le sud Kasaï. Mais cet avion-là, c'était pour faire diversion, pour que les gens pensent que, parce que la majorité des gens pensaient qu'on va envoyer le colis au Bakwanga. Le deuxième avion, c'était un DC-4. Donc le DC-4 devrait décoller en Ndjili à 6h30 pour arriver à Mwanda à 8h30. Dans cet avion-là, il y avait Nendaka, il y avait Kazadi, il y avait Raphaël Penesenga, un tétéla, et tant d'autres personnes, ainsi des pilotes, des officiers blancs qui ont piloté cet avion. Donc, la contradiction de monsieur Mukamba dit à monsieur Lusakweno que lui devrait normalement aller dans le sud Kasaï pour aller déposer des livres des étudiants là-bas et il devait prendre l'avion à Ndjili, mais Ferdinand Kazadi lui dit non, on va aller à Ndolo. Ils vont prendre l'avion à Ndolo. Et ils vont à Ndolo, c'est un petit avion. Et là, M. Mukamba dit à M. Lusakweno qu'il était avec Ferdinand Kazadi à Ndolo. C'est faux. Dans les enquêtes, dans le document que nous possédons, M. Ferdinand Kazadi n'a pas pris l'avion avec M. Mukamba à Ndolo. Ferdinand Kazadi a pris le 2C4 à Ndjili à 6h30. Mais par contre, M. Mukamba est parti. C'était lui le chef de la délégation, de la délégation de cet avion
qu'on appelait Dragon Rapide Airbus, qui devrait quitter Ndolo pour aller à Lukala, à quelques kilomètres de Tisville. Et dans cet avion s'est trouvé M. Jonas Mukamba, un officier congolais de la sûreté et 3 militaires de l'ANC, dont un nom que je connais, il s'appelait Zouzou. C'est un surnom, je pense, et plus 2 autres militaires, Balouba. Je pense que si le Congolais vont fouiller dans des archives de la conférence nationale, ils vont retrouver le nom de ces militaires. Je vous le dirai par la suite un autre militaire qui était dans un autre convoi. Voilà la première contradiction, contre-vérité que je relève, que M. Mukamba n'était pas avec M. Ferdinand Kazadi dans l'avion Andolo. M. Ferdinand Kazadi était dans le 2C4 qu'il a décollé. Ils ont décollé à 6h30 en Djili pour Mwanda. Par contre, M. Jonas Mukamba s'est trouvé en Ndolo dans le Dragon Rapide Airbus pour Lukala. Donc, il ne peut pas dire qu'il n'était ni de près ni de loin. Non, il était informé, surtout qu'il était commissaire général adjoint à l'intérieur. Voilà. Donc, si nous comprenons bien, tous les comploteurs de Lumumba, tous les comploteurs, ce sont tous, enfin du moins pour ceux qui sont encore vivants, même ceux qui sont morts, tous pendant leur temps de vie sur Terre ne faisaient que se disculper par rapport à leur implication à l'assassinat, au complot d'assassinat de Patrice Emery Lumumba. C'est ce que nous pouvons comprendre, professeur. Est-ce que vous pouvez répéter votre question? Je n'ai pas bien saisi. Je voulais dire tout simplement que Jonas Mukamba, comme les autres commissaires généraux que l'on avait connus dans l'histoire de la RDC, autour de ce complot contre Patrice Emery Lumumba, nous nous sommes rendus compte finalement que tous se sont disculpés de leur vivant sur le complot de Lumumba. Tout à fait, mon frère René Kitoko, tout à fait. Ils se sont disculpés tout au long de leur vie. Je pourrais citer Justin-Marie Bomboko, qui a nié de fond en comble tout, il rejetait tout au nom d'une machination étrangère. J'ai suivi lors de la commission Lumumba en Belgique, Albert Ndele, qui rejetait tout. Non, moi non, alors qu'il était vice-président de collège de commissaires généraux. Et Étienne Tshisekedi, dont le courrier qu'il a adressé à Mouloupoué pour qualifier le Premier ministre Lumumba de crapaud, a toujours nié qu'il n'a jamais participé à ces méfaits-là, alors qu'il était commissaire général adjoint de la justice. Je pourrais citer tant d'autres, mais on a toujours pointé du doigt Mobutu et Tshombe, alors que c'était un conglomérat d'assassins. Conglomérat d'assassins, mais qui ont reçu, enfin, qui étaient tous sous l'influence occidentale, quand même, il faut aussi le préciser, professeur. Tous ces Congolais à l'époque n'avaient pas l'autonomie autour d'eux, n'avaient pas vraiment la force ni le pouvoir de prendre une décision contraire aux Belges qui cherchaient comment trouver des pions qui pouvaient travailler avec eux. En fait, chacun se recherchait pour gagner la confiance de la Belgique, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. De façon liminaire, je l'ai signalé à l'introduction de cette partie que, bien sûr, que c'est l'Occident qui était normalement l'instigateur, le commanditaire de l'assassinat de Lumumba en premier. Donc, Polo
Maurice et Joseph Okito se sont trouvés là tout simplement par jalousie, parce que je vous signale, Paul Maurice, normalement, avait été nommé par Lumumba au mois de septembre en tant que chef d'état-major de l'armée nationale congolaise pour remplacer Mobutu. Et Joseph Okito devrait normalement, qui était l'adjoint de Ileo au Sénat, devrait normalement prendre la place de Ileo en tant que président du Sénat. Donc, des colistiers de Lumumba ont subi cette jalousie-là. Donc, vous avez tout à fait raison que les commanditaires, c'est l'Occident. Mais moi, en tant que Congolais, ce qui m'intéresse aussi, c'est la partie congolaise qui s'est mouillée dans l'élimination de leurs frères. Alors, nous pouvons passer à la quatrième séquence, à la quatrième partie, pour démontrer la contradiction de Jonas Mukamba. La quatrième partie dont vous avez dit. Je ne suis pas encore passé à la quatrième partie. Je suis toujours à la troisième partie pour vous montrer de façon chronologique comment le convoi a quitté Tisville, Lukala jusqu'à Mwanda. Et donc là, vous allez nous démontrer comment le convoi quitte Mwanda jusqu'à Katanga. Donc, Tisville, Lukala, Mwanda. Et puis de Mwanda jusqu'à Elisabethville. Nous vous écoutons, professeur. OK. Donc, et voilà le petit avion quitte Ndolo et arrive à Lukala. Et à Lukala, normalement, c'est à quelques kilomètres de Tisville. Et c'est lui qui était le chef de ce premier avion, Ndolo, bien sûr, c'était Jonas Mukamba. Et Jonas Mukamba restera à Lukala, là-bas, dans le petit porteur, Airbus, et enverra l'officier congolais de la sécurité en voiture. Bon, tout était prévu, hein, en voiture pour aller récupérer le prisonnier. Alors, qu'est-ce que par stratégie, un stratagème était monté pour convaincre Patrice Emery Lumumba et ses colistiers pour qu'ils acceptent d'aller avec cet officier congolais dans la voiture. Donc, l'officier congolais arrive là, persuade Lumumba lui disant ben, je viens vous chercher parce qu'il y a eu un coup d'État qui s'est fait à Kinshasa. Kasavubu, Ileyo, le Mobutu, tous les autres ont été arrêtés et tout le monde te réclame pour aller récupérer ta place là-bas. C'est pourquoi je viens vous chercher. Donc, effectivement, il a convaincu Lumumba et Lumumba a accepté ainsi que les deux autres prisonniers, Polo et Okito. Donc, ils sont rentrés dans la voiture, direction Lukala. Arrivé à Lukala, Lumumba voit l'avion et il monte dans l'avion et il se rend compte que ce n'est pas, en regardant de façon géographique, ce n'est pas la direction de Kinshasa, c'est notre direction. Et M. Mukamba était dans l'avion avec Lumumba. Donc, M. Mukamba, dans ses déclarations, il dit non, mais lui, il était dans l'avion à Mwanda, il a aperçu Lumumba. Non, il n'a même pas cité les noms de Lumumba. Même pas cité les noms de Okito. Il a cité, je vis 3 prisonniers qui venaient. Or, c'est lui qui a récupéré Lumumba. Nous pouvons dire que là, M. Mukamba voulait se laver de toute implication ni de toute, comment on avait dire, de toute complicité dans l'assassinat odieux de Patrice Lumumba. Alors qu'il est encore vivant, il aurait pu ne fût-ce que demander des excuses à titre vraiment posthume pour Patrice Emery Lumumba, en tout cas auprès de la nation congolaise, lui qui est l'un des derniers, en tout cas, témoins de cet assassinat. Voilà qu'à 90 ans déjà, on peut encore garder le secret et probablement mourir avec. Tout à fait. Il est en train de se disculper, de se soustraire
de leurs méfaits. Oui, mais tel que vous le dites, je vous signale que M. Albert Ndele, je pense qu'il est encore vivant. Donc, dans cette panoplie des assassins, de complices de l'assassinat de Lumumba, il en reste deux. Il en reste deux qui sont vivants, complets, bien sûr. Il en reste deux, Albert Ndele et Mukamba. Bien. Alors, nous pouvons maintenant continuer la troisième partie en question jusqu'au Katanga. Voilà. Maintenant, il rentre dans l'avion avec Lumumba et donc M. Mukamba ne peut pas nier qu'il n'était pas avec Lumumba dans ce petit porteur pour aller à Mwanda. Donc, ils ont quitté, ils ont décollé à Lukala à 9h30 du matin, le 17 janvier, à 9h30, pour arriver à Mwanda à 10h30. Donc, je vous signale qu'à Mwanda, l'avion DC-4 que Ferdinand et les Ndaka ont pris en quittant Kinshasa Njili à 6h30 était déjà à Mwanda à 8h30. Donc, ils ont fait 2 heures d'attente pour attendre les autres. Donc, voilà que je peux vous signaler que la plus grande majorité de gens du collège des commissaires généraux étaient présents à Mwanda, y compris Mobutu, y compris les Tshisekedi, y compris les Ndaka. Tous étaient présents à Mwanda pour voir comment le colis tel qu'on on les appelait, va partir. Donc, à Mwanda, voilà, ils vont rester environ 2 heures à Mwanda. Vers 12h45, ils vont quitter Mwanda avec le 2C4 pour aller à Elisabethville. Sauf que je signale, M. Mukamba n'était pas au courant que cet avion-là devrait aller à Elisabethville. Lui, il était au courant que l'avion devait aller à Bakwanga. C'est dans l'avion qu'il va apprendre que l'avion va à Elisabethville. C'est Ferdinand Ferdinand Kazadi qui va le lui apprendre. Donc, je vais citer les noms de personnes qui étaient dans cet avion. Ferdinand Kazadi, qui était commissaire général à la Défense. Jonas Mukamba, commissaire général adjoint à l'Intérieur. Raphaël Penesenga, c'était un chef coutumier. Un militaire qui s'appelait Zouzou, un militaire Louba. Et 2 autres militaires Louba de l'ANC, ainsi que le major Léonard Moulamba, qui s'est appelé Moulamba Nyunyi, qui était devenu chancelier des ordres nationaux au Congo. Et en 1965, lors du coup d'État de Mobutu, c'est lui qui était Premier ministre. Et puis a envoyé comme ambassadeur au Japon par la suite. Donc, voilà le personne qui était dans le 2C4 pour accompagner le colis, comme il le disait, les personnes congolaises, y compris bien sûr les Occidentaux, des pilotes, c'était des Blancs. Il y avait un Sud-Africain blanc, Dixon, je pense. Il y avait 2 Belges comme pilotes. Voilà donc l'avion décolle à 12h45 pour arriver à Luano à 16h45. Et dans l'avion, Jonas Mukamba dira à M. Lusakweno qu'on commençait à frapper le colis, les 3. Mais lui... Ça, c'est Mukamba pendant l'interview avec notre collègue qui commence à raconter l'environnement dans l'avion, comment ça s'est passé. Et pendant qu'il niait qu'il était de loin, que ni de loin ni de près, il était près de la... Effectivement, Jonas Mukamba commence à décrire la scène dans l'avion, mais toujours le même comportement, il se soustrait
que ce sont les autres qui frappaient, mais pas lui. Il était même choqué. Il a quitté là où ils étaient dans l'avion, il est parti dans le cockpit. Faux et archi-faux. Dans certaines déclarations, Jonas Mukamba s'est saisi d'un ciseau qu'il a introduit dans le nez de Lumumba. Et Lumumba, il était yeux bandés, il a entendu la voix, il se connaissait, il a entendu la voix de Mukamba. Et il a dit, Jonas, et ça, ce n'est pas une autre personne qui parle, hein. Sur le document, c'est Jonas qui témoigne, hein. Il dit, Lumumba m'a reconnu par la voix. Et il a commencé à me supplier de l'épargner. Et il m'appelle Jonas mon frère. Et m'adresse un long monologue faisant appel à notre amitié passée. Ils ont frappé les prisonniers dans l'avion, ils ont frappé jusqu'à ce que le commandant est sorti du cockpit pour leur dire la façon dont vous êtes en train de frapper déséquilibre l'avion, sinon moi, je rentre à Kinshasa. Donc, à ce moment-là, Ferdinand Kazadi va supplier le commandant de l'avion pour lui dire non, on va arrêter, il va arriver vivant à Lubumbashi. Voilà, donc à Elisabethville en ces moments-là. Voilà donc comment s'est passé le péripétie du convoi de Lumumba jusqu'à Elisabethville. Donc, M. Jonas Mukamba ne peut pas nier. Une précision. La scène telle que vous la décrivez, c'est une scène que vous avez, comment on peut dire, qui a été racontée dans un ouvrage, ou c'est une déclaration de Jonas Mukamba qui précise cette scène-là, à l'instant même. La scène, les scènes telles que ça s'est passé dans l'avion, ce sont des témoignages et de Kazadi Ferdinand et de lui-même Jonas Mukamba et d'autres personnes qui étaient dans l'avion. Parce qu'il y a eu une enquête qui s'est faite au niveau de l'ONU. Ils ont entendu certaines personnes qui étaient des témoins. Donc, ce que je vous cite là, cette phrase-là, c'est Jonas Mukamba qui dit lui-même. Et pendant l'interview, qu'est-ce qu'il a dit avec notre collègue? Pendant l'interview, lui, il dit, pendant l'interview, il dit, le militaire, ce sont les militaires qui frappaient Lumumba, qui frappaient les prisonniers. Et lui, il était choqué. Il a même quitté le lieu là où on les frappait. Il est parti dans le cockpit. Or, le commandant dit le contraire. Le commandant de l'avion, l'occidental, dit le contraire. Il témoigne en disant que non, tellement qu'on les tapait, je suis sorti du cockpit pour leur dire qu'il faut arrêter. Parce que ça fait beaucoup de mouvements. Il faut arrêter. En ce moment-là, le commandant a fermé le cockpit. Donc, M. Mukamba, lui, il dit qu'il est parti dans le cockpit. Il n'a jamais été dans le cockpit. Il était là en train de frapper, lui aussi, Lumumba. Il a pris un ciseau. Il lui a foutu, excusez-moi le terme, dans le nez. Eh bien, c'est quand même un témoignage quand même choquant. Hein. C'est choquant, hein, l'histoire de Lumumba, le convoi qu'il a mené jusqu'au Katanga a toujours choqué, en tout cas, tous les Congolais et le monde entier, en tout cas. Mais maintenant, Jonas Mukamba qui s'est disculpé comme ça alors qu'il est encore vivant, votre souci aujourd'hui, c'est de recadrer cette histoire, recadrer les propos, de corriger les contours qu'il avait voulu, enfin, la manière dont il avait voulu biaiser cette fréquence de l'histoire de l'assassinat de Patrice Lumumba. Et finalement, ils arrivent au Katanga. Est-ce que Mukamba... Finalement, ils arrivent au Katanga à 16h. Ils arrivent à Elisabethville à 16h45 et c'est Ferdinand Kazadi qui descend en premier parce que c'était lui, à partir de Mwanda, c'était lui maintenant qui est devenu le chef de la délégation. Donc, et en deuxième, c'était Jonas Mukamba et ensuite,
ils ont jeté de prisonniers comme de colis, comme ça par terre. Et parce que lorsque Munongo s'est présenté, ce n'est pas le Tchombe qui est venu. Tchombe, lorsqu'on l'a appelé, il était au cinéma, quelque part. On a envoyé Munongo à l'aéroport. Munongo est venu et il a dit, je ne veux pas que le sol katangais puisse être essuyé par ces prisonniers. On les a pris, on les a jetés dans les camions comme des colis. Comme des colis. Et lorsqu'ils sont descendus, le convoi est parti dans une autre direction, c'est-à-dire dans la maison qu'on appelle la maison Brown, là à Lumbashi, à côté de l'aéroport, et Ferdinand Kazadi et Mukamba sont partis voir un frère Moulouba pour souper le soir avec lui. Le frère Moulouba en question, il s'appelait Cléopas Moukeba. C'est là où ils ont soupé avec Cléopas Moukeba chez lui, mais ils n'ont pas logé chez lui. Monsieur Moukamba, lui, dira qu'il avait logé à l'hôtel. C'est faux. C'est faux. Ils ont logé chez monsieur Jean-Baptiste Kiboué, un des ministres du Katanga, de l'État indépendant du Katanga en cette période-là. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste Kiboué n'a pas passé la nuit, il les a reçus chez lui et il a rejoint le Munongo et le Tchombe, là où on était en train de faire souffrir Patrice Lumumba et ses colistiers Okito et Paul Maurice. Donc, et d'ailleurs, Ferdinand Kazadi dira que Kiboué n'a pas passé une nuit à son domicile, il les a laissés là-bas, il est revenu le matin du 18 janvier, dans la nuit du 17 au 18 janvier. Avant la dernière séquence de votre témoignage, avant de faire vraiment la conclusion. Ce n'est pas, s'il vous plaît, ce n'est pas mon témoignage. Ce n'est pas du tout mon témoignage. Ce sont des trucs que moi j'ai extraits dans des documents, des enquêtes que l'ONU a fait, des témoignages au niveau de la conférence nationale. Ce n'est pas mon témoignage. En 1960, 1961, 1960, j'avais 4 ans. 1961, j'avais 5 ans. Donc, ce n'est pas mon témoignage à moi, c'est les témoignages des témoins. D'accord, professeur, mais je vous l'ai dit, c'est vous qui en faites l'exposé ce soir à notre chaîne de télé pour l'intérêt des téléspectateurs. C'est ça, c'est ce que je voulais dire en tout cas. Bon, alors, la quatrième partie, donc, pour terminer. La quatrième partie va venir dans 10 secondes, à tout à l'heure. Ok, merci. Voilà, nous sommes de retour avec le professeur Lomendje qui est avec nous en direct ici dans notre émission Géopolis, hein, qui est une émission de géopolitique où nous discutons, nous faisons l'analyse de la situation politique sur le continent africain à travers notre chaîne Canal Africa 54 et Canaf 54 qui décrypte justement l'actualité à la fin de la semaine et on prélève justement une actualité dans un pays et on appelle un spécialiste de ce pays-là à nous en donner des éclaircissements, une analyse profonde justement sur les faits qui ont marqué ou qui continuent à marquer tel ou tel pays. Donc ce soir, nous avons le privilège d'avoir le professeur Lomendje qui est en train d'apporter un correctif sur les déclarations récentes dans une interview qui a été accordée à un média local en RDC par Jonas Mukamba, qui aurait tenu des propos contradictoires par rapport aux faits historiques qui ont marqué l'histoire du Congo pendant la période des indépendances suite à l'assassinat des partis Séméré Lumumba. Alors, nous sommes avec le professeur Lomendje
Il va bientôt nous donner la dernière partie de son exposé pour démontrer la contradiction qui a été apportée par Jonas Mukamba, le témoin vivant de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Les témoins, il y en avait eu beaucoup. Beaucoup sont morts, mais il en reste encore deux qui peuvent encore dire les choses telles qu'elles se sont passées. Malheureusement, nous avons affaire à un témoin qui commence à biaiser l'histoire, probablement par oubli, par omission, dû aussi au poids de l'âge. 90 ans, ce n'est pas évident de se rappeler tous les faits. Donc, mais ça n'est pas une excuse. Il a encore la tête, il a encore la lucidité en lui. S'il arrive à parler pendant 30 minutes dans une interview, c'est qu'alors la tête fonctionne encore normalement. Et donc, l'honnêteté intellectuelle existe encore. Nous espérons que M. Mukamba, avant de rendre son âme un jour, devrait apporter la correction à cette situation, parce qu'il ne peut pas se permettre comme ça de biaiser l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous revenons à vous, professeur, et vous pouvez alors continuer maintenant la quatrième partie pour ainsi terminer notre émission. Oui, je vous remercie. Donc, avant de passer à la quatrième partie, je m'aimerais normalement, en substance, faire une petite observation pour démontrer que la grande majorité des personnes qui ont participé à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba s'est disculpé. Et voilà qu'à la conférence nationale souveraine, passant à la page de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, Paulo Maurice et Okito, c'était le tour de Godefroid Munongo. Godefroid Munongo, ce jour-là, a déclaré, lui, il en a marre. Il en avait marre que chaque jour qu'on puisse citer son nom, que c'était lui et Tchombe qui ont tué Lumumba. Et lui, lorsqu'il va comparaître à la conférence nationale le lendemain, son tour, il dira tout. Alors, chose curieuse, il arrive à la conférence nationale le jour où il devait passer pour tout dire, parce qu'il avait promis de tout dire. Monsieur Godefroid Munongo tombe dans la salle de la conférence nationale souveraine devant tout le monde et il en est mort. Posez-vous des questions. Comment expliquer cette mort bizarre dans la salle de la conférence nationale de Godefroid Munongo qui allait normalement dénoncer tout? Donc, l'un des témoins oculaires de l'assassinat de Patrice Lumumba. Oui. Donc, professeur, en tout cas, si nous pouvons. Dans la quatrième partie, c'est héros national et relique. Héros national et relique. Est-ce que c'est toujours dans la logique de la démonstration d'une omission ou contradiction qui a été émise par Jonas Mukamba? Bien sûr. Okay. Bien sûr. Donc, héros national et relique. J'ai entendu M. Mukamba dire, on a proclamé Lumumba héros national, mais c'est de la politique. Waouh! J'ai été choqué qu'un Congolais puisse dire ça du premier ministre du Congo qui est mort en martyr, dire que non, héros national, c'était de la politique. Donc c'est comme si on lui a donné ça comme ça. Mais c'est terrible. C'est terrible, mon frère. C'est terrible. Et je dirais que non, Mobutu, en 1966, lorsqu'il a déclaré Lumumba héros national, c'est par remords, c'est par conseil de M. Victor Mpoyo, qui était l'un des ministres de Musée Laurent Désiré Kabila. Donc j'ai suivi une interview de Victor Mpoyo qui avait dit, lorsque Mobutu avait fait son coup d'État en 1965, il avait appelé, lui il était au Japon, il avait appelé parce qu'il se connaissait depuis les années 50, et
lorsqu'il est rentré à Kinshasa venant du Japon, il a rencontré le président Mobutu. En cette période-là, était déjà président après le coup d'État de 1965. Ils ont parlé pendant environ 4 heures et il lui a demandé d'être son premier ministre parce qu'il devait renvoyer le général Moulamba au Japon. Monsieur Victor Mpoyo a refusé. Il a dit au général Mobutu, vous devez démissionner de l'armée, vous formez un parti politique, nous convoquons les élections, si vous gagnez, je serai votre premier ministre. Mais par contre, il a glissé en substance qui a dit au général Mobutu, vous devez demander pardon au peuple congolais pour votre participation à l'assassinat de Lumumba. Là, nous sommes le 6 janvier 1966. Donc, curieusement, mois de juin 1966, Mobutu va déclarer Lumumba héros national. Donc, moi, j'ai soupçonné que c'était sur ce conseil-là de M. Victor Mpoyo que Mobutu a pu regretter et réaliser que Lumumba était un héros national. Donc, M. Mukamba ne peut pas déclarer que héros national, c'est de la politique. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, héros national et héros international. Vous irez partout, au Cuba, en URSS, en Belgique, partout, même ici en France, dans ma commune, ici à Guyancourt, il y a la rue Patrice Emery Lumumba. Donc, vous irez partout. Donc, Lumumba n'est pas seulement un héros national congolais, il est un héros international. Alors, voilà ce que je peux dire sur le héros national. Ok, sur le héros national, d'après vous, qu'est-ce qui aurait motivé M. Jonas Mukamba à biaiser cet aspect de l'histoire du Congo? Moi, je pense que tout simplement la haine, la jalousie. Parce que je l'ai entendu dire qu'il disait à Lumumba, qu'il disait à son frère du Kasaï, Kalonji, que vous êtes de provinciaux à Kinshasa, vous n'avez pas la popularité. Je vais l'étonner. En lisant Thomas Kanza, j'ai lu un livre de Thomas Kanza, témoignage de Thomas Kanza. Thomas Kanza avait eu écho de Lumumba lorsque Lumumba était à Kisangani, que c'était un provincial qui écrivait des poèmes. Hein, mais lorsqu'il a rencontré Lumumba à Kinshasa, il a dit c'est un véritable intellectuel. Donc, c'est de la jalousie. Monsieur Mukamba, universitaire qu'il est, Monsieur Lumumba, un autodidacte, a pu le ravir le poste le plus important en République du Congo lors de l'indépendance, c'était de la jalousie. Donc, universitaire, probablement, qui a étudié dans les universités, on achète le diplôme, mais je ne crois pas qu'à cette époque-là, on achetait encore le diplôme, donc il doit être une personne cultivée et arriver justement à biaiser la partie de l'histoire qui aime cela, comme il a fait. Bon, c'est vous qui le dites hein, par rapport aux éléments historiques que vous possédez, professeur, et l'essentiel ici, c'est que les Congolais soient informés de la vérité, de ce qui s'est passé réellement. Jonas Mukamba, la plupart des Congolais ont appris son histoire, en tout cas, cette séquence de la scène de torture de Patrice Emery Lumumba dans l'avion qu'il a mené vers le Katanga. En tout cas, tout le monde l'a appris ainsi. Mais aujourd'hui, effectivement, la plupart sont étonnés et choqués d'action de Jonas Mukamba, tenait des propos approximatifs. Et donc, merci de vouloir cadrer les choses, merci d'avoir précisé ces éléments historiques. Et je ne sais pas si vous avez terminé par rapport à cette dernière séquence. Par rapport à ces points-là, non, j'ai à ajouter le problème de reliques. Et j'ai été étonné que M. Jonas Mukamba puisse dire lancer de fleurs au président de la République actuelle qu'il a accepté que le relique
reviennent en République démocratique du Congo. C'est une bonne chose que le président de la République accepte une situation qui lie l'histoire du Congo par rapport à son héros national. C'est une bonne chose, professeur. En quoi c'est une... Oui, tout à fait, tout à fait. Mais ce que j'ai dû comprendre, c'est comme si c'était le président de la République qui aurait fait des démarches auprès du Royaume de Belgique pour que le relique puisse rentrer au Congo. Donc, je m'inscris en faux. En faux. C'est la famille Lumumba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République n'était pas impliqué dans la démarche? C'est ce que vous voulez dire? C'est ce que je veux dire. Je veux dire que c'est la famille Lumumba, s'il vous plaît. Et je jette des fleurs. Si M. Mukamba avait parlé des enfants Lumumba, que c'est eux, je jette des fleurs à celle que j'appelle Nyopene Opango, Amato, Juliana Lumumba, qui a écrit au roi des Belges actuel le 30 juin de l'année passée pour réclamer le relique de son père, notre héros national. Il s'avère que le roi des Belges ainsi que la justice belge ont accepté cette demande et ont répondu aux enfants Lumumba. Ils n'ont pas répondu à l'État congolais. Ils ont répondu aux enfants Lumumba. Que voilà, venez prendre le relique de votre père. Voilà, cette façon-là de la réponse du Royaume de Belgique n'a pas plu aux Congolais. Et sur ces, je pense que Juliana... n'a pas plu aux enfants Lumumba ou n'a pas plu aux Congolais? N'a pas plu. Ce sont les enfants... Et aux enfants Lumumba et aux Congolais. Et c'est pourquoi... Et c'est pourquoi Juliana Lumumba... se retrouve dans la démarche là pour qu'ils ne soient pas contents. Oui, il y a eu beaucoup d'interventions sur les réseaux sociaux de peuple congolais, y compris mon association, disant que la justice belge, le Royaume de Belgique, ne devrait pas répondre de cette façon-là en disant « venez récupérer votre relique ». Or, nous savons que cette relique-là se trouve peut-être dans une boîte d'allumettes là-bas à la justice belge. Normalement, c'était une lettre officielle devrait être adressée à l'État congolais. Et c'est pourquoi je pense que la famille Lumumba, maintenant, s'est adressée à l'État congolais. Le président de la République a reçu les enfants Lumumba, a reçu François, Juliana et Roland. Je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont conversé, qu'ils ont fait une stratégie pour que l'État congolais puisse s'impliquer maintenant. Donc, je m'inscris en faux que M. Jonas Mukamba puisse jeter seulement des fleurs au président de la République. Il dit « Je félicite mon fils Félix Tshisekedi pour le relique » sans pour autant parler de la personne qui s'est dérangée, qui a même regretté que sa mère, Pauline Opango, ne soit pas là pour voir là où on va enterrer son mari. Professeur, ici, il y a un couac, parce que là, moi, je ne peux pas laisser passer ça. Nous avons parlé dans cette émission, quand on parle de Patrice Lumumba, on parle de l'État congolais. Quand on parle de Patrice Lumumba, héros national, ce n'est pas la famille biologique. Que la famille ait fait ses démarches, que la famille ait fait aboutir les démarches, ça concerne toujours l'État congolais. Donc, je considère, enfin, c'est l'entendement que je me fais en tout cas, à partir du moment où la démarche a été aboutie et que les reliques devraient repartir vers le Congo, ça ne peut qu'être sous la responsabilité de l'État congolais, représenté par son chef de l'État, qui est le président Tshisekedi Félix Antoine Tshilombo. Donc, que M. Mukamba ait félicité le président de la République, c'est une très excellente affaire, c'est une très bonne chose.
c'est que son prédécesseur ne l'a pas fait. Donc, il y a lieu ici de préciser que Kabila n'a pas fait la démarche. Kabila n'a même pas osé, lui qui s'est dit l'humoriste de son père, de par l'héritage de son père. Lui, il n'a pas fait la démarche biologique de partir s'aimer le moment à revenir au Congo. Donc, si cette démarche a été faite par la famille biologique, aujourd'hui acceptée et appuyée par le président de la République actuelle, moi, je pense que Jonas Mukamba ne s'est pas contredit, professeur. Je comprends ce que vous voulez dire, mais tout simplement, moi, j'ai réagi par rapport, parce que ce que vous dites, que le président honoraire Joseph Kabila n'a pas fait cette... Chaque régime a fait sa part des choses. Donc, le régime Mobutu a fait la part des choses bien que ayant participé à l'assassinat, Mobutu a décrété Lumumba héros national. Arrivé Mouzé Kabila, bon, Mouzé Kabila n'a fait que environ 3 ans et demi au pouvoir. On ne sait pas ce qu'il allait faire pour Lumumba. Joseph Kabila a érigé un monument, une stèle, là où normalement le monument de Lumumba, au boulevard Lumumba, a été fait durant la période de Mobutu par le pays non aligné de l'Afrique et qui est terminé. Et Joseph Kabila a érigé un monument Lumumba. Donc, il a fait sa part des choses. Voilà. Donc, maintenant, le président Félix est arrivé. Le président Félix est arrivé. Mais ce n'est pas le président Félix qui a écrit au roi de Belge. C'est la famille Lumumba qui a écrit au roi de Belge. Et la Belgique a répondu, la Belgique a répondu à la famille Lumumba. Mais maintenant, la famille Lumumba, voyant qu'il ne pouvait pas normalement faire des choses en individuel, a intéressé maintenant l'État congolais. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je jette des fleurs au président Félix Tshisekedi d'avoir accepté cette chose. Mais moi, tout simplement, ce que j'ai dit à M. Jonas Mukamba, c'est d'avoir tout simplement indexé, disons, pointé du doigt le président de la République sans parler des enfants Lumumba qui ont fait en premier lieu les démarches de ces reliques. Donc, c'est là où je voulais intervenir. Je pense que nous sommes presque à la fin de notre émission. Il nous reste 3 minutes d'émission. Est-ce que vous avez un élément encore à ajouter par rapport à la contradiction ou aux omissions que Jonas Mukamba aurait introduites justement pendant son interview qui fait débat ce soir? Je n'ai plus un autre élément de contradiction à dire, hein, mais tout simplement un message au président de la République. J'ai entendu M. Jonas Mukamba dire qu'il aimerait normalement qu'il y ait, puisqu'on les citait souvent et que lui, il a nié, et vous venez de voir comment j'ai décrit comment les choses se sont passées, qu'il aimerait qu'il y ait normalement un procès sur l'assassinat de Lumumba. Ah, c'est pour moi une bonne chose. Et pour nous, une bonne chose, notre association envoie le message au président de la République pour qu'il puisse intéresser la justice congolaise afin d'ouvrir un dossier, une instruction sur l'assassinat de Lumumba en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a demandé M. Jonas Mukamba sur son interview avec M. Lusakweno. Donc, ils sont encore deux en vie. M. Albert Ndele, et lui, il est encore en vie. Si on peut ouvrir un dossier pour un procès pour que l'on puisse voir clair par rapport à
toutes les archives, tous les archives qui existent au Congo, qui existent en Europe. Et il y a la commission Lumumba en Belgique. Ben, nous aussi, on peut ouvrir une instruction telle qu'il le demande. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et là, c'est le message qu'on voit au président de la République. Voilà, c'est le dernier point, donc c'est le seul point que vous retenez de son interview qui a été positif, le seul point justement qui a retenu votre attention. Et si vraiment vous avez tout fini, professeur, nous allons terminer en tout cas et les amorcer l'émission parce que nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien ce soir. Avez-vous un dernier mot? Oui, le dernier mot que j'ai, Patrice Lumumba disait l'histoire de l'Afrique, notamment du Congo, ne sera pas écrite à Washington, mais elle sera écrite au nord et au sud du Sahara. Une histoire de gloire et de dignité. Aujourd'hui, moi, j'étais enfant lorsqu'on l'a assassiné, avec les études, avec l'histoire politique du Congo. Nous devons commencer à écrire l'histoire de notre pays. Donc, je demande, l'association FOPAC demande à la jeunesse congolaise de pouvoir s'intéresser à l'histoire et écrire l'histoire politique de notre pays. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci en tout cas de votre fidélité, hein, parce que nous savons que vous regardez souvent les émissions de Canal Africa 54 ainsi que les émissions de Télé Saturne. Nous vous remercions en tout cas pour votre intervention ce soir. Cette intervention qui a été suivie par des milliers de Congolais qui nous suivent justement et d'autres Africains qui suivent notre chaîne de télévision. Nous vous remercions pour cet éclaircissement parce que vous êtes vraiment soucieux de Lumumba, de la professeur. Nous vous remercions pour ce témoignage, enfin cet exposé qui a été très riche. Nous vous remercions en tout cas tous les Africains vous écoutent. La famille Lumumba, nous espérons qu'elle vous écoute également et sûrement que le président de la République va entendre ce message, y compris M. Jonas Munkamba lui-même va se rendre compte que les Congolais l'ont suivi et que quelque part, les éléments qu'il a apportés dans son interview, probablement, c'était par omission, également, probablement le poids de l'âge fait qu'on peut oublier certains éléments d'une histoire justement très lointaine de plus de 60 ans. Merci, professeur, d'être passé à cette émission. Toute l'équipe de Télé Saturne et des Canal Africa 54, vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle édition, professeur. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, professeur. Et nous remercions donc tous les téléspectateurs. Merci et continuez à suivre nos programmes de Télé Saturne et de Canal Africa 54. Au revoir. Canal 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal 54, Canal 54, Canal 54, Canal TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.